Bien. Mon général, mesdames et messieurs les parlementaires, messieurs les officiers généraux, mesdames et messieurs les présidents, je ne sais pas s'il faut le lire, mesdames, messieurs, bonjour. Je suis Olivier Martin, je suis président du comité de pilotage de la chaire Économie de défense qui organise cette conférence annuelle. C'est la 6e. Vous avez été 500 à vous inscrire, à la fois en présentiel et en distanciel. Donc, une autre moitié est derrière les écrans et je les salue également. Cette conférence, en fait, devient avec le temps un rendez-vous que je qualifierais de traditionnel et, j'oserais le dire, important. Le sujet de cette édition, quelle politique d'exportation de défense pour la France, est, comme vous l'imaginez bien, au centre de l'actualité. Le choc, en septembre dernier, de la décision australienne de revenir sur son choix de sous-marin a souligné, au-delà de l'impact important sur le plan industriel et financier, le rôle politique et stratégique au niveau national des contrats d'exportation. Les récents succès à l'exportation à nouveau des frégates FDI en Grèce, mais également du Rafale et des hélicoptères Caracal au Moyen-Orient, devrait conduire le niveau des exportations françaises en 2021 ou 2022, je ne sais pas quand ces contrats rentreront en vigueur effectivement, à un niveau très rarement atteint, pour ne pas dire jamais, et auront un impact évidemment important sur le plan de charge et la pérennité de la BITD française. L'émergence récente d'un nouveau regard, c'est un euphémisme, du secteur bancaire sur les exportations de défense est un élément tout à fait important à regarder et, si j'ose dire, à traiter proprement et correctement avec nos partenaires du secteur bancaire. Enfin, la montée régulière d'un débat de nature politique sur la pertinence des exportations de défense monte depuis quelque temps, et vous le noterez, essentiellement en Europe et également en France. Cette conférence s'attaque donc encore une fois, un sujet ambitieux. Et je voudrais vous présenter le programme. Après une introduction du général corps d'armée Benoît Durieux, directeur de l'IHEDN et de l'enseignement militaire supérieur, suivie par celle de Christian de Boissieu, qui est le président du conseil scientifique de la chaire, nous vous proposerons 2 tables rondes qui seront chacune suivies d'une session de questions-réponses. Préparez-vous à poser les questions les plus pertinentes. La première sera animée par Julien Malizard, titulaire adjoint de la chaire, et elle traitera de la question « Quel rôle de l'exportation de défense pour la souveraineté de la France ?» La seconde, animée par Jean Belin, après une pause d'une quinzaine de minutes, Jean Belin, titulaire de la chaire Économie de défense, abordera la question plus complexe « Quel modèle pour l'exportation de défense face à l'évolution du contexte actuel ?» J'ai malheureusement le regret de vous dire que Mme Florence Parly, qui nous avait à nouveau fait le plaisir d'accepter de clôturer cette conférence, ne pourra pas être des nôtres aujourd'hui. Elle a pris, et c'est normal, même si pour nous on le regrette, mais pour le développement de la coopération, notamment avec l'Allemagne, c'est parfaitement compréhensible et très positif. Elle a pris un rendez-vous, une réunion avec sa nouvelle homologue de la Défense, Mme Christine Lambrecht, cet après-midi, ce qui l'a conduit malheureusement donc à annuler sa participation. Cependant, nous aurons le plaisir de recevoir, pour clore cette conférence, Mme Françoise Dumas, présidente de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées de l'Assemblée nationale. Je laisse donc, sans plus attendre, la parole au général Durieux pour son mot d'introduction. À bientôt. Bonjour à tous, monsieur le professeur, monsieur le titulaire de la chaire d'économie de défense de l'IHEDN, mesdames et messieurs les intervenants, les directeurs, les professeurs, les experts, mesdames et messieurs qui fêtent à l'IHEDN l'amitié d'être présents cet après-midi
pour un événement en effet marquant de notre année à l'IHEDN. C'est évidemment un très grand plaisir, en même temps qu'un très grand honneur pour moi, que d'intervenir en ce début d'après-midi et pour la première fois dans cette enceinte de la chaire d'économie de défense depuis que j'ai pris mes fonctions, vous le rappeliez à l'instant, à la tête de l'IHEDN cet été. Je crois que ce rendez-vous fait partie des grands rendez-vous annuels sur le sujet. Il constitue une occasion de débat qui est rare mais qui est précieuse entre acteurs et experts de l'économie de la défense. Je voudrais d'abord souligner la grande importance qu'a pris de manière très légitime cette chaire IHEDN, économie de défense, dans le paysage intellectuel français. Elle est l'une des deux chaires, vous le savez, qui sont administrées par le fonds de dotation de l'IHEDN qui a été créé en 2010. Ce fonds de dotation qui reçoit et gère les dons qui permettent aux chaires de fonctionner. Il y a la chaire d'économie de défense et puis, vous le savez également, la chaire de cyberdéfense. Je voudrais saluer l'activité du fonds de dotation, qui est un organisme, je crois, qui a parfaitement trouvé sa place et qui est très précieux pour tous. Alors, cette chaire d'économie de défense, elle est en effet une chaire tout à fait spécifique. C'est la seule équipe de recherche qui soit spécifiquement centrée sur ces problèmes d'économie de défense. Elle est composée d'économistes et de chercheurs spécialisés de très haut niveau. Elle assure la production tout à fait impressionnante de travaux académiques et leur diffusion sur différents supports. Et je crois d'ailleurs que vous avez à votre disposition d'une manière ou d'une autre une synthèse de ces travaux. Elle joue également un rôle important d'interface et je crois qu'elle est appelée à jouer un rôle croissant ou à satisfaire un besoin croissant. Je pense, et c'est un peu aussi naturellement le militaire, l'ancien chef de cabinet militaire du ministre, j'étais dans plusieurs postes à l'état-major des armées également qui parle. Je crois qu'on a un vrai besoin d'analyse de ces questions-là pour la communauté de défense. Elle peut être macroscopique sur l'interaction entre les dépenses de défense d'une manière générale et notre économie, mais aussi microscopique, même si le terme micro n'est pas forcément complètement adapté, mais en s'intéressant aux questions spécifiques qui se posent aujourd'hui à nos entreprises, mais aussi en fait au ministère de la Défense. Et je crois que c'est toujours très difficile de faire comprendre à l'extérieur, et quand je dis à l'extérieur, c'est à l'extérieur du ministère de la Défense, la façon dont se pose de manière particulière celle des dépenses de défense, de leur inertie assez forte, de leur interaction avec de très nombreux autres domaines, avec des questions d'effet de seuil assez compliquées. Donc elle participe, cette chaire, à éclaircir des enjeux méthodologiques, à diffuser des travaux, et elle joue en particulier un rôle très important, et je souhaite d'ailleurs qu'on puisse lui faire jouer un rôle plus grand encore au profit de l'IHEDN, la participation aux différentes sessions, l'appui académique par des guides documentaires, par le statut d'expert, et puis la participation, par exemple, à l'élaboration des thèmes des travaux de comité. Le sujet que vous avez choisi aujourd'hui, qui a été choisi aujourd'hui, est à très juste titre celui de notre politique d'exportation d'armement, est à l'évidence déterminant. Je crois que l'exportation d'armement est devenue un axe central de notre politique de défense nationale, au sens où ce n'est pas seulement la politique du ministère des Armées, c'est une politique qui est beaucoup plus large que cela. Et d'ailleurs, je me demande en réalité si ce terme exportation d'armement, qui est assez bien répandu naturellement et qui correspond à une réalité que nous connaissons tous, mais je me demande s'il est en réalité bien choisi, parce qu'il donne un peu une idée de commerce, d'enjeu avant tout commercial, comme si on parlait de l'exportation de blé ou de machines-outils.
Et en fait, ma conviction, c'est un petit peu que l'export d'armement, dans bien des cas, ça pourrait être sans doute plus heureusement désigné sous un vocable qui pourrait ressembler à coopération stratégique en matière de capacité de défense, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit, et l'ingénieur général Carlier, qui est au premier rang, est une des chevilles ouvrières de cette coopération stratégique. C'est une coopération parce que, dans bien des cas, dans bien des domaines, l'interdépendance entre nos exports et le maintien de notre propre capacité industrielle, de notre propre BITD, est évidemment centrale, et je pense que ça sera l'un des thèmes de débat que nous allons aborder aujourd'hui. Donc on a bien une dimension de coopération. Mais c'est une coopération qui concerne les capacités au sens plein de ce terme. Et vous savez sans doute, pour beaucoup d'entre vous, que, en particulier dans le jargon militaire, dans le monde des états-majors, quand on parle capacité, on veut avoir une approche très englobante de ce sujet en s'intéressant à la doctrine, à l'organisation, aux ressources humaines, à l'entraînement, au soutien et à l'équipement. Et donc, que lorsque, à l'évidence, on exporte des équipements d'armement, on fait bien plus qu'exporter des équipements d'armement, on exporte une doctrine, on exporte des modalités d'emploi, et ceci est de plus en plus fréquent, d'autant plus que sont devenus finalement assez rares, sauf peut-être les quelques petits équipements terrestres, mais la plupart des équipements, il ne suffit pas de les vendre ou de les acheter, il faut ensuite avoir des gens qui les soutiennent, qui traitent les obsolescences, et donc c'est quelque chose d'absolument permanent, c'est un vrai partenariat. Et d'où la dimension stratégique, il a été fait allusion à AUKUS, mais ce qui est certain, c'est qu'au fond, même si je ne méconnais pas les difficultés que ça peut créer chez Naval Group, en réalité, l'effet peut-être majeur d'AUKUS, c'est la remise en cause des interrogations, plus que des interrogations probablement sur le partenariat stratégique qu'on envisageait et qu'on avait déjà entamé avec l'Australie. Alors, nous assistons, me semble-t-il, à une évolution du contexte qui est de nature à influer sur notre politique d'exportation d'armement. Et je crois qu'il y a un quadruple défi. Il y a d'abord un défi d'adaptation à l'évolution du contexte stratégique. Ce défi est un peu de toutes les époques, puisque par définition, le contexte stratégique, il évolue, mais je pense que naturellement, on ne peut pas passer sous silence le Brexit, qui à tout le moins ne facilite pas la coordination avec nos amis britanniques, la perception plus aiguë chez beaucoup de nos alliés de la menace russe ou bien chinoise, qui probablement conduit beaucoup de pays à rechercher à travers l'achat d'armement la protection américaine, l'apparition de nouveaux acteurs. On me dit que je crois que l'année dernière, il y a eu 3 groupes chinois qui sont arrivés parmi les 10 principaux industriels de l'armement au niveau mondial. C'est évidemment tout à fait spectaculaire. Et donc, il faut probablement que nous ne cessions jamais de chercher à nous adapter à ce contexte stratégique, à comprendre ce que veulent, ce dont ont besoin les pays, et ce dont ils ont besoin, encore une fois, ce n'est pas d'équipement, c'est probablement d'une vision pour leurs forces armées, pour leur stratégie, et de façon à ce que nous, on puisse répondre à ces besoins. Je crois qu'il y a un défi d'adaptation aussi à la fois à la technologie et aux modalités de ces exportations. Je voudrais citer, par exemple, l'exemple ou l'importance nouvelle prise par les biens à double usage en matière de contrôle d'exportation d'armement. C'est devenu de plus en plus central, et en réalité, il est de plus en plus difficile, très souvent, de distinguer ce qu'est un matériel de guerre de ce qu'est un bien à double usage. Et d'ailleurs, on voit très bien, à travers des récentes polémiques dans la presse, que
Les deux sont liés, en tout cas dans l'esprit de beaucoup de gens. Il y a des questions qui sont liées au transfert de technologies qui sont de plus en plus régulièrement exigées. Donc ça, c'est un défi d'adaptation à la technologie. Il y a, et je crois que ça a été un petit peu évoqué par Olivier Martin, il y a un défi de communication qui est en direction de nos opinions publiques. Car on voit très bien que la dimension politique de ce qui est bien plus qu'un commerce est en train de prendre une place déterminante à travers l'application du traité sur le commerce des armes, l'importance croissante des enjeux éthiques. Et je crois qu'il ne faut pas se tromper, c'est un développement significatif, mais la France, en même temps, s'inscrit clairement dans une logique internationale qui vise à limiter les écarts, à réguler un petit peu ce commerce. Et nous y avons tout intérêt. Mais il faut que nous arrivions à faire comprendre nos priorités, à faire comprendre nos priorités stratégiques, notre vision éthique, parce que la France porte une vision éthique de l'industrie d'armement, je pense, et de stabilisation et de respect des droits de l'homme. Et d'ailleurs, le système de contrôle français est particulièrement robuste. Tous ceux qui ont pu l'approcher de près ou de loin le savent. Le système de contrôle français des exportations d'armement donne lieu à des examens extrêmement précis où on réunit des experts qui viennent de tous les champs possibles, qu'il s'agisse du Quai d'Orsay, du ministère des Armées, du SGDSN et puis du ministère de l'Économie et des Finances. Et il y a d'ailleurs un dialogue qui a été engagé avec la société civile et récemment, le Premier ministre avait d'ailleurs pris un décret pour faciliter aussi le dialogue avec le Parlement. Ça nécessite en revanche, et ça c'est certain, que ces règles soient non seulement respectées par la France, mais par les autres acteurs, y compris parfois par certains des pays qui peuvent nous être assez proches. Et puis le quatrième défi, je pense que c'est un défi européen en direction de nos partenaires. Je parlais de l'exportation d'armement, on est obligé de constater qu'on n'a pas nécessairement toujours la même façon d'appréhender ce contrôle de l'exportation d'armement. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, l'attitude du nouveau gouvernement allemand sera évidemment un élément important. On a parlé des banques, je crois que c'est un sujet extrêmement important. On peut effectivement s'interroger sur les règles ou les tentatives de l'Union européenne qui proposait, je crois, cet été la création d'un écolabel de finances durables dont seraient privés les acteurs qui investiraient plus de 5% dans l'armement. Donc là, on voit très bien qu'on a un sujet important qui est aussi un sujet vers l'opinion publique tout entière, mais plus spécifiquement vers les institutions européennes. Je ne vais pas être beaucoup plus long, mais je voudrais quand même souligner de ce point de vue-là le rôle que l'IHEDN entend jouer dans ce domaine pour apporter sa modeste contribution à tous ces défis. D'abord, je crois que les réflexions qui ont été conduites par la session nationale de l'IHEDN et les sessions régionales, comme par le département des études et de la recherche dirigé par le professeur Olivier Schmitt, contribuent à l'analyse de ce nouvel environnement stratégique. Et de ce point de vue-là, on diffuse un certain nombre de documents vers les associations, mais aussi plus largement. Je voudrais dire aussi que, vous le savez peut-être, l'IHEDN, la session, il y avait jusqu'à présent, jusqu'à l'année dernière, il y avait 4 sessions différentes au sein de l'IHEDN à l'échelon national. Il y avait une session traditionnelle, politique de défense, il y avait une session armement économique défense, issue de l'ancien CHEAR, il y avait une session enjeux et stratégie maritime, et puis une session cyberdéfense, stratégie et souveraineté numérique et cyberdéfense. Et cette année devait apparaître une session de sécurité économique. On a rassemblé toutes ces sessions dans une seule session nationale avec des majeurs
Et de ce point de vue-là, l'intérêt pour le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est que non seulement, par exemple, la majeure armement économique défense va continuer à s'intéresser à ces sujets industriels, et en particulier au sujet d'export d'armement, mais toutes les autres majeures, dans le cadre d'un tronc commun, seront amenées au moins à être sensibilisées à ces questions, et je pense que c'est très important. Par ailleurs, l'IHEDN va organiser au courant du mois de janvier un séminaire spécifique sur les relations entre les banques et l'industrie, de façon à ce que nous puissions être sûrs que chacun se comprenne, se parle, et que nous puissions dissiper d'éventuels malentendus. Et puis l'IHEDN prend une part active à la promotion d'une convergence plus forte sur ces sujets entre Européens. J'ai moi-même conclu la semaine dernière avec Thierry Carlier la 32e session européenne des responsables d'armement, et les travaux de comité portaient précisément sur ces questions d'export d'armement. Donc je crois que c'est un signe extrêmement concret de l'action que nous pouvons conduire, et que conduit en particulier l'IHEDN, pour converger sur ces sujets et plus largement pour créer une culture stratégique européenne. Je dirais que c'est là toute la tradition de l'IHEDN telle qu'elle est décrite, racontée dans un livre magnifique qui vient de paraître sur l'histoire de l'Institut, et qui explique bien cette dynamique permanente et l'intérêt permanent qu'on a sans s'arrêter à faire de la pédagogie, à expliquer, à mettre les gens ensemble, parce que honnêtement, lorsque les gens sont ensemble, ça, je ne dis pas que ça résout tous les problèmes, mais ça permet quand même souvent de faciliter leurs solutions. Je vous souhaite une excellente conférence cet après-midi, et je vous remercie encore une fois de m'avoir proposé d'introduire cette journée. Mon général, mesdames, messieurs, bonjour. Je suis Christian de Boissieu, professeur émérite. Émérite, ça veut dire pas tout jeune. Vous avez compris ce que ça veut dire, à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et je préside le conseil scientifique de cette chaire économie de défense depuis le début, depuis 2014. Alors moi, je voudrais, vous l'avez fait, mon général, mais je voudrais, à ma manière, rendre hommage à ceux qui la font tourner, cette chaire. C'est-à-dire pas moi, je ne suis pas en première ligne. Ceux qui la font tourner, ce sont les titulaires, c'est Jean Belin, c'est Julien Malizard, c'est toute l'équipe des chercheurs. Ceux qui la font tourner, c'est la gouvernance de la chaire, c'est Bernard Huette qui est quelque part. Salut et merci Bernard. C'est Olivier Martin et mes collègues du conseil scientifique. Voilà. J'avais dit en distanciel il y a un an, devant le général d'Estremo, que je salue à ma façon, j'avais dit merci, et j'avais exprimé il y a un an le fait que, ou le souhait que cette chaire soit encore mieux valorisée par l'IHEDN. Et tout ce que vous venez de dire me rassure parce que, au fond, j'avais le sentiment, je ne l'ai plus aujourd'hui, c'est pour ça que je dis j'avais le sentiment que il y a tout un potentiel derrière cette chaire, pas suffisamment exploité par l'institution. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, vous avez su créer les passerelles, les ponts entre la chaire et l'IHEDN. J'ajoute que, au fond, moi, au départ, si je suis venu à cette chaire, c'est sans doute parce que j'avais présidé pendant 8-9 ans le Conseil d'analyse économique auprès du Premier ministre. Je ne suis pas au départ un spécialiste d'économie de défense. Je suis un peu devenu, je suis moins spécialiste que certains d'entre vous, mais évidemment, je m'y suis mis avec beaucoup d'intérêt. Quand j'avais passé long time ago l'agrégation des facultés de droit pour devenir prof d'économie, j'étais tombé, je ne sais pas si c'est prédestiné, sur une leçon d'agrégation
dont le sujet était le rôle des dépenses militaires dans les économies contemporaines. Je ne sais pas si j'avais été spécialement brillant, en tout cas j'ai été reçu. C'était au début des années 70, et le thème au fond, de l'économie de la défense, de l'économie de l'armement, était revenu un peu dans le jeu au début des années 70, après avoir fait l'objet de beaucoup de travaux anglo-saxons et européens et français, donc également dans les années 50 et 60. Je termine sur la chaire parce que je voudrais revenir sur le sujet qui nous réunit, sur le fait que non seulement je suis rassuré de voir que la chaire est bien installée dans le cadre de l'IHEDN, je souhaite aussi qu'elle soit encore mieux installée dans le paysage académique français. Vous l'avez dit, ça ne relève pas de l'IHEDN. Ça relève de l'université française au sens le plus large du terme. Il y a quand même pas énormément d'équipes universitaires qui travaillent sur ces sujets, pas assez sans doute. Et moi, je trouve que les travaux qui sont faits depuis 8 ans, en français, en anglais, des livres, des participations à des livres, des articles dans les meilleures revues, tout ça, ça permet à cette chaire et aux chercheurs de s'installer dans le paysage académique, mais je pense qu'il y a encore des progrès à faire de ce côté-là. Alors, sur le sujet, ce que vous avez dit, mon général, va me faire gagner du temps, parce qu'au fond, quand j'ai vu arriver le sujet, je me suis dit, au fond, qu'est-ce qui va distinguer notre après-midi d'une après-midi dans laquelle on aurait dit quelle politique de promotion des exportations dans le secteur de l'automobile. Vous avez parlé du blé et d'autres et des machines-outils, mais au fond, en quoi les exportations d'armement appellent-elles une problématique spéciale par rapport à la problématique générale des exportations? Et je suis complètement d'accord avec vous sur le fait que, au fond, les exportations, c'est bien, de manière générale, mais on ne peut pas se limiter à cette approche, j'allais dire, mercantiliste, qui consiste à dire exporter, c'est bien, importer, on a tendance à considérer que c'est moins bien qu'exporter, même si on vit dans un monde où le contenu en importation des exportations a énormément augmenté. Et j'imagine que c'est vrai dans l'industrie de défense comme dans les autres secteurs de l'économie. Donc je pense qu'il ne faut pas trop opposer les efforts d'exportation et la politique d'importation. Vous avez évoqué un certain nombre de raisons pour lesquelles l'armement, la défense, c'est pas l'automobile, c'est pas la machine-outil, c'est pas le chocolat, c'est pas le blé. Il y a les spécificités. Si je résume un peu ce que j'ai envie de dire là-dessus, je dirais, il y a les spécificités tenant aux aspects géopolitiques, géostratégiques, la souveraineté. On va retrouver le thème de la souveraineté. Et Olivier, tout à l'heure, parlait de notre déception collective par rapport au contrat sur les sous-marins. C'est à la fois une déception économique, financière, mais aussi une sorte un peu de blessure dans notre orgueil national, d'une certaine façon. Bon, ça, c'est difficile à mesurer, mais même si c'est difficile à mesurer, ça existe. Au-delà de ces aspects très importants qui font que l'armement, c'est pas la défense et l'armement, c'est une industrie différente des autres. Je dirais, je pense aussi qu'il y a le poids des externalités positives. Et là, je parle comme économiste, liées à l'industrie de défense et aux exportations de défense. Avec Olivier, on a commis un petit papier dans les Échos de ce matin pour saluer cette conférence de cet après-midi. Et ce qui m'a frappé dans le papier qu'on a fait, Olivier, c'est qu'on a pas mal insisté sur l'aspect R&D et R&T. C'est-à-dire que même si l'industrie de l'armement et de la défense, de manière générale, joue un rôle très important dans tout ce qui est R&D, R&T, les exportations d'armement y contribuent et il y a des effets d'entraînement qui sont relativement importants. Je n'ai pas trop envie d'insister sur ces sujets qui vont être évoqués largement dans la conférence proprement dite et dans les 2 tables rondes. Je voudrais terminer par, au fond, quelques aspects sur, sans évidemment fermer le débat, essayer peut-être de l'ouvrir un tout petit peu, en disant, au fond,
je dirais en anglais, so what? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les conclusions qu'on doit tirer en matière de politique publique de cette importance reconnue et assez peu discutée du rôle des exportations d'armement? J'évoque ici, au fond, 4 dimensions dans le que faire. Je ne cite pas Lénine 1902, mais je cite le titre d'un livre de Lénine de 1902, qui s'appelait « Que faire ». Sur le que faire, il y a un premier sujet, je dirais, je pense que pour aborder cette problématique des exportations d'armement, il faut prendre la mesure ce que j'appelle les nouvelles concurrences. Et les nouvelles concurrences, c'est à la fois les nouvelles formes de la concurrence. La concurrence, c'est à la fois l'aspect technologique, l'aspect produit, l'aspect organisation. C'est pas uniquement des problèmes de concurrence prix, c'est aussi des problèmes de compétitivité hors prix qui peuvent être, sur beaucoup de sujets, y compris l'armement, aussi importants que les problèmes de compétitivité prix. Les nouvelles formes de les nouvelles concurrences, c'est les nouvelles formes de la concurrence et les nouveaux acteurs, l'extension de l'aire géographique de la concurrence avec la montée des pays émergents sur ces marchés de l'armement, qui fait que les débats ou le champ concurrentiel, c'est pas seulement un problème de concurrence nord-nord, ça devient aussi des problèmes de concurrence nord-sud, voire des problèmes de concurrence sud-sud. Bon, ça c'est un premier sujet qui me paraît important dans la problématique, je dirais, des exportations d'armement. Il y a un deuxième sujet lié au débat actuel, c'est relier notre affaire, les exportations d'armement, par rapport à la problématique, j'allais dire, qui existait avant le Covid, mais problématique renforcée par 2 ans de Covid, tous les débats sur la relocalisation et la réindustrialisation. Si je parle de relocalisation, même si en tant qu'économiste, je suis un peu sceptique sur le concept, et je pense que la problématique qu'on doit avoir dans un pays comme la France, comme en Europe, c'est plus une problématique de localisation qu'une problématique de relocalisation. Mais quoi qu'il en soit, quand je parle d'industrie d'armement et relocalisation, il me semble que j'aborde la question du lien entre les industries de défense, y compris dans leur dimension extérieure, c'est-à-dire exportation, voire importation, et les questions de proximité. Le Covid a renforcé ce que j'appelle la demande de proximité. On a besoin d'une nouvelle politique d'aménagement du territoire que je ne vois pas aujourd'hui se dessiner vraiment. Mais ce n'est pas parce qu'elle ne se dessine pas que je dirais qu'on n'en a pas besoin. On en a d'autant plus besoin qu'elle se décide difficilement et qu'elle se dessine difficilement. Bon, et sur la réindustrialisation, il me semble que là où également il va falloir qu'on aborde cet après-midi le lien entre notre sujet et ces problématiques, disons, qui existaient avant le Covid et accentuées par 2 ans de crise sanitaire. Le troisième sujet, vous l'avez abordé, c'est les problèmes de coopération. Comme vous avez dit, au fond, la problématique, c'est pas tellement les exportations, c'est pas tellement une sorte de jeu à somme nulle, les uns contre les autres, dans une optique mercantiliste étroite à court terme, c'est aussi avec qui on travaille. Le problème des coopérations. Et là, on va aborder le problème des coopérations au niveau européen, en sachant, vous avez parlé du Brexit, que je ne suis pas original quand je dis, dans le domaine de la défense, la coopération bilatérale franco-britannique, à mon avis, doit et va résister au Brexit. Bon, et donc il faut articuler par rapport à ces problèmes de coopération en matière d'industrie de défense et d'exportation, il faut se trouver à la croisée du bilatéral franco-britannique et du multilatéral européen, et même peut-être, pourquoi pas, sur certains aspects, au-delà de l'Europe. Le dernier point, vous l'avez abordé, ce sont les financements. Alors là, 2 remarques pour terminer sur les financements. C'est mon sujet de prédilection en termes d'économiste, donc si j'en parle, je vais être trop long. C'est la raison pour laquelle je me limite à 2 remarques. Première idée, je pense qu'on va continuer à vivre dans un monde d'abondance de liquidités.
pour encore un certain temps. Je ne sais pas s'il faut dire un certain temps ou un temps certain. Mais ça, c'est le résultat des politiques monétaires à tout va, et je ne les critique pas en disant qu'elles sont à tout va depuis 10 ans. Donc, abondance de liquidités, simplement, on est probablement au pic de ces politiques monétaires très souples, et il y aura dans les 2-3 ans qui viennent, au plan mondial, donc aussi en Europe, il y aura probablement un choc sur les taux d'intérêt, choc qui aura des conséquences sur les financements en général et peut-être les financements, ou sans doute les financements dans le domaine qui nous retient. Bon, donc ça, c'est tout un premier sujet sur, je dirais, liquidité, taux d'intérêt et financement de cette industrie, dans un contexte où les banques sont extrêmement serrées et régulées par des réglementations bancaires très strictes, et les marchés, disons, peuvent ou ont une aversion à l'égard des risques, donc le sujet du financement va être un sujet important. Et deuxième et dernière remarque sur les financements, vous l'avez ouvert. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'en matière de finances, il y a une montée, j'allais dire, irréversible et irrépressible des critères ESG, environnement, social, gouvernance. Et donc, le débat qui va se poser dans votre et dans notre secteur, je me mets avec vous, le débat qui va se poser, c'est faire en sorte que la montée de ces critères extra-financiers, les critères ESG, finalement, pour des raisons d'image, de réputation et de préjugés, n'ait pas de conséquences négatives sur le financement de l'industrie d'armement en France, en Europe et dans le monde. Merci de votre attention.